alors plusieurs choses. Donc, je vais compléter un petit peu ce qu'il a dit. Donc, je suis d'accord sur justement le fait qu'il va falloir réduire les dépenses de fonctionnement. C'est un axe super important quand on a aussi peu de visibilité. Même si, vous l'avez dit, on peut quand même estimer qu'il y aura une inflation encore plus importante dans l'avenir et qu'il y aura une augmentation de la TVA, mais on ne sait pas à quel point ça va jouer sur est-ce qu'il y aura une décroissance ou pas, avec une baisse de la consommation. Donc, je vais essayer d'aborder après les sujets qui n'ont pas été abordés par M. Forissier. La santé, qui est dans ce rapport. Encore une fois, on n'a pas le nombre précis, et on avait dit qu'on devait l'avoir, le nombre précis de médecins qui sont salariés sur notre territoire. On n'a pas eu cette évolution aux dernières sessions, donc si on peut avoir des précisions là-dessus. Ensuite, je vois sur la santé qu'il n'y a rien qui est abordé en termes d'investissement sur la télémédecine. Je le répète, il y a des grands progrès sur la télémédecine, notamment la télémédecine clinique avec les 15 capteurs, par exemple, qui peuvent pallier un manque dans une région comme la nôtre, où il y a un désert médical qui fait que dans certains territoires, 25% des gens n'ont pas de médecin traitant. Donc, est-ce qu'on ne peut pas être une région test? Monsieur Forissier a évoqué l'agriculture. Effectivement, on a 2 fois moins en moyenne de fonds FEADER que les autres régions. Donc, on peut peut-être se demander comment ça se fait qu'on n'arrive pas justement à obtenir ces fonds FEADER. Au-delà, et pour notre agriculture, parce que c'est un des points forts quand même de notre économie, des postures idéologiques. On l'a vu hier avec la porcherie, mais c'est systématique, où on a le sentiment que malgré des efforts des agriculteurs qui sont presque tous aujourd'hui, quand ils ne sont pas en bio, en agriculture raisonnée, on a l'impression qu'il y a un soutien qui est presque exclusif pour l'agriculture bio, et c'est à terme, je parle d'un sentiment que des agriculteurs peuvent avoir. Enfin voilà, donc vous me répondez, je vois que vous réagissez, Monsieur Bonneau, vous pourrez me répondre après. Alors c'était peut-être pas là-dessus, pardon. Et ensuite, ce qui a été dit sur la crise ukrainienne et ce qu'on pourrait craindre, ce que Monsieur Forissier disait sur justement l'augmentation des prix de l'énergie. Mais moi, je tiens juste à rappeler, enfin, on est dépendant de cette augmentation des prix de l'énergie parce qu'on l'a choisi. Je suis désolé, mais on est aujourd'hui avec un prix de l'électricité qui est indexé sur le prix du gaz. Pourquoi? Parce que la production électrique en moyenne en Europe, elle est supérieure à 20%. La production électrique liée au gaz et au pétrole, elle est supérieure à 20%. En France, c'est moins de 7%. On est sur ce marché européen qui nous conduit à être dépendants justement et s'adapter, comme pour les autres pays européens, à indexer le prix de l'électricité sur le prix du gaz. Donc évidemment, il faut en sortir. Et il n'y a pas de raison structurelle qui devrait faire qu'en France, le prix de l'électricité augmente autant. Il n'y a pas une augmentation de la consommation. Et on avait normalement, avec le nucléaire, je ne vais pas redire, parce que les mêmes choses que j'ai pu dire hier, mais sur cette force qu'on avait en termes d'indépendance. Et donc, il faut retrouver cette souveraineté et retrouver donc des prix de l'électricité qui dépendent des moyens de production françaises. Et quand je vois qu'il y a encore une volonté de soutenir des énergies renouvelables, qui conduisent à ça, si les autres pays européens qui sont sur plus de renouvelables et moins de nucléaire sont dépendants du prix du gaz, et si c'est indexé, c'est parce qu'ils ont fait ces choix-là. Donc arrêtons avec ces postures idéologiques et revenons à ce qui a fait notre force et ce qui a fait qu'on avait l'électricité la moins chère en Europe. Ensuite, sur ce que vous avez pu dire en termes de... on a investi parfois grâce à des taux d'intérêt faibles. Moi, ce que je déplore, c'est qu'en 20 ans, il n'y a pas eu un projet structurant très fort. On l'a dit pendant la campagne, quand peut-être que vous aviez pu vous en amuser, mais quand on parlait par exemple de ce parc Léonard de Vinci, c'est parce que dans notre région, on n'a pas profité justement d'un projet marquant qui aurait pu faire connaître aussi notre région autrement et qui, en profitant des taux d'emprunt faibles, comme ont pu le faire d'autres territoires et même des collectivités dans notre territoire. Je pense par exemple à quelqu'un comme Jean-Pierre Gorge, à la mairie de Chartres, qui a changé sa ville en profitant des taux d'emprunt faibles. Comment ? Il faut regarder le niveau d'endettement. Mais bien sûr qu'il y a eu un niveau d'endettement faible. Je vais pas défendre quelqu'un en plus qui n'est pas de notre courant politique, mais sincèrement, regardez comment était la ville de Chartres il y a 20 ans et comment elle est aujourd'hui. Enfin, non, elle n'est pas...
elle est pas en faillite. Et justement, c'était sur l'investissement qui rapportera à terme pour cette ville. Donc, je trouve que notre région a ronronné. C'est pour ça qu'aujourd'hui, elle est la moins attractive de France. Hein. Tous les rapports le disent. Il y a 45 embauches pour 1000 habitants dans notre région. Et après 20 ans de gestion, alors évidemment, ça ne dépend pas que de vous, hein, mais on est une région proche de Paris et de la région parisienne. Je trouve ça dommage qu'on ne profite pas justement de notre situation géographique. Et je trouve ça dommage qu'on n'a pas su en 20 ans investir sur quelque chose pour rendre notre région plus attractive. Et je vais finir là-dessus. Je vois sur le réseau routier le peu d'investissement qui est fait sur le réseau routier. Mais quand on parle de transport en commun, dans notre région, je suis désolé, le ferroviaire, évidemment qu'on soutient aussi le ferroviaire, mais dans notre région, les transports en commun, les plus adaptés à des territoires ruraux, parce que vous devez aller chercher les gens justement parfois dans des villages, voilà, et on le voit notamment avec les cas Rémi, c'est justement par le réseau routier. Et aujourd'hui, quand vous n'avez pas d'investissement sur le réseau routier, vous pénalisez aussi les transports en commun, par exemple avec les bus, au-delà évidemment des situations personnelles, parce que la majorité des gens sur notre territoire, je le dis, je le répète, n'ont pas d'autre choix que d'utiliser leur véhicule aujourd'hui pour aller travailler, pour avoir des loisirs. Voilà, et donc il y a une forme de position idéologique hors sol qui ne correspond pas aux attentes des habitants de notre région sur ce point-là. Merci. Merci, monsieur Nicoli.